vous avez souligné ce titre provocateur, d'autant plus que c'est le vôtre, et que donc il fallait déjà relever le gant de le traiter. Votre persuasion sereine m'y a incité vivement avec celle de Christine Astier, et donc j'ai compris que de toute façon il fallait y aller. Alors, tant qu'à faire, puisqu'on se réunissait pour parler d'efficience, il valait peut-être mieux finalement de savoir ce que c'est que l'efficience, parce que finalement on a vu pas mal de définitions toujours un peu floues, ce qui est normal parce que c'est un concept récent. On a dit que c'était un néologisme, c'est vrai, hein, mais c'est pas parce que c'est un néologisme qui n'est pas employé, notamment au niveau international, il est maintenant très employé, et même au niveau français, puisque je vous donnerai une définition tout à l'heure, qui est celle de la Direction générale de la comptabilité publique, qui n'est pas spécialement fantaisiste. Et en fait, donc, elle n'a fait que s'aligner d'ailleurs très sagement sur les standards internationaux et sur ceux qui sont retenus par un certain nombre quand même d'organismes spécialisés en France, et surtout par un grand nombre de praticiens. Parce qu'effectivement, j'ai tenu à souligner que certes, maintenant je dirige des programmes d'enseignement, mais c'est au titre de la transmission, pour faire plaisir à Jean-Paul Ségat. Bon. Et en fait, donc, finalement, c'est plus au titre de la restitution de l'espérance que je le fais. Et j'ai été essentiellement un manager d'entreprise. Et nous avons été un certain nombre à nous rassembler depuis quelques années dans cette optique de transmission, de savoir en fait qu'est-ce qui faisait le consensus sur les constantes que nous avions pu constater dans nos différentes fonctions et qui faisaient simplement que d'un niveau empirique, nous puissions observer ce qui avait marché, ce qui ne l'avait pas, et que nous mettions en commun ce matériau avec une grande humilité. Donc nous l'avons fait surtout parce que nous avons eu aussi besoin de le faire dans le cadre de missions que nous avons fait avec la communauté européenne pour l'intégration des pays d'Europe centrale, où il fallait là aussi veiller à avoir un langage commun, comme lorsqu'on joue au football ou au rugby, il vaut mieux avoir le même ballon à tous les matchs. Eh bien, c'est simplement cette préoccupation qui a été la nôtre. Alors, il y a une deuxième caractéristique commune que j'appuie là-dessus, je crois, hein, c'est celle-ci. Il y a une deuxième caractéristique commune, je commence toujours par une citation aussi. Alors, j'ai choisi celle-ci pour montrer un peu dans quel état d'esprit on allait s'engager dans cette aventure. Donc, ainsi, nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre et nous disposons toujours à être heureux. Il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Qui, d'ailleurs, donne quelques interprétations possibles. Et la mienne est bien sûr un peu plus volontaire. Je le prends comme un verre à moitié plein et pas comme un verre à moitié vide. Alors, celle à droite. Voilà. Alors, d'abord, le titre parle de révolution, mais finalement, puisqu'on en est à savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est une révolution ? Alors, une révolution, c'est pas non plus nécessairement ce que le sens commun nous suggère, parce qu'on parle toujours de bouleversement, de chambardement, en parlant de révolution. Pas du tout, puisque d'abord, les forestiers parlent de la révolution d'une forêt pour dire simplement que c'est un cycle de futaie. En fait, une révolution, la Terre fait tous les ans une révolution, tout simplement. Très sagement, pour nous, heureusement. Et donc, c'est un cycle banal, c'est le pas d'une horloge. La révolution d'une horloge, c'est tout simplement, chaque heure, l'aiguille des minutes a fait une révolution complète, et toutes les 24 heures, toutes les 12 heures, l'aiguille des heures, selon les horloges. Donc, une révolution, c'est un constat. C'est pas du tout une agitation, un bouleversement. Et en fait, par contre, la révolution, c'est le résultat d'une révolte. Donc la dynamique qui a amené à constater qu'il y avait eu une révolution, c'est un changement de période, et la dynamique qui a amené la révolution, c'est la révolte. Alors, deuxième question, donc, qu'est-ce que la révolte ? Alors la révolte, elle, c'est une action, c'est une question, c'est faire demi-tour, c'est se demander si on a pris le bon chemin, si on nous a donné les bonnes indications. C'est un doute méthodique finalement, c'est une question qui consiste à savoir si on ne s'est pas trompé ou si on n'a pas été abusé. Et on peut aussi se révolter très calmement, parce qu'on peut faire des révoltes sous forme de soulèvement, mais on peut aussi faire des révoltes très tranquilles, parce que c'est se retourner, ou quand vous conduisez, vous regardez dans votre rétroviseur et vous vous révoltez quelque part. Vous dites, mais est-ce que, je ne suis pas menacé ? Donc c'est aussi un questionnement. Et donc ce doute méthodique, il est différent d'un doute métaphysique. Ce n'est pas un doute où on se pose des questions pour se poser des questions. C'est un doute qui va vers l'action. Donc c'est là aussi la deuxième différence. On se pose une question, mais en vue d'agir et en vue d'être donc efficient.
Et dans cette suite logique, maintenant, qu'est-ce que l'efficience? Alors, l'efficience, on l'a dit tout à l'heure, on l'a suffisamment dit, c'est un terme, c'est un néologisme. Alors, ça vient de l'anglais efficiency, mais par contre, en anglais et surtout dans la marine, c'est un terme qui est en anglo-saxon, je dirais, tant aux États-Unis qu'en Angleterre, c'est un terme qui a été utilisé depuis pratiquement un siècle. Donc pour les anglo-saxons, ce n'est pas un néologisme. Alors, c'est venu avec les modes divers, les gourous, le management, etc. Chacun a sa théorie. Il existe plus de 200 théories du management. Alors, on parle de différentes choses. Je ne parlerai pas de ça, puisque j'ai dit que j'en parlerai en tant que praticien. Donc, d'abord, l'efficience, quelle que soit la définition, c'est faire. Et à la limite, ce mot suffit déjà. Parce que si on fait mal, ou si on n'a pas fait, c'est à refaire, et donc ça n'est pas fait. Donc, de toute façon, par simple condition logique, l'efficience, c'est déjà faire. Alors, le pourcentage dans lequel on réalise cette action de faire, c'est le rendement. On fait plus ou moins bien. On a fait à 90%, 80%. Et par contre, c'est vrai que l'efficience est souvent confondue avec l'efficacité. Alors, l'efficacité, de la même façon que vous avez révolte, révolution, l'efficacité, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé et on a atteint l'objectif. Et donc, c'est la finalité de l'efficience. Parce que sinon, on fera un travail sans but. Donc voilà, brièvement, des définitions consensuelles. Je dis bien qu'il ne s'agit pas du tout d'une proposition personnelle, mais telle que l'utilisent un certain nombre de praticiens, tant en économie qu'en management, qu'en description de l'entreprise et dans les milieux internationaux, je dirais, de la stratégie. Alors, on se retrouve finalement avec 4 définitions de base qui vont nous suffire à manier nos concepts. La révolte, qui est le questionnement dynamique, en vue de constater une révolution, qui marque le tour de pendule qu'on a fait. Puisqu'il y a eu tour de pendule, puisqu'on a constaté ce tour de pendule, eh bien, il faut se mettre à jour. Et donc, on va engager une action par l'efficience. On le lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Et une fois cette efficience engagée, on va constater si elle a été efficace. Et bien à ce moment-là, on va à nouveau se révolter, parce qu'il faudra se demander quand même si ça suffit. Et comme la vie, c'est le changement, ça ne suffira sans doute pas, et il faudra recommencer. Donc voilà un cycle qu'on s'accorde à dire comme étant un cycle empirique. Et d'ailleurs, on dit cycle empirique, mais on constatera que finalement, ce cycle a une grande similitude avec tout simplement le cycle du scientifique. Parce que qu'est-ce que fait un scientifique finalement ? À partir d'une observation, d'un fait, il émet une hypothèse. Il observe la nature. C'est Newton qui voit tomber sa pomme. C'est Galilée qui... je veux dire, un certain nombre de savants qui ont fait simplement des observations. Et ces observations les amènent à construire une hypothèse, à la mettre en œuvre, à réaliser une expérience, à regarder si ça marche, et à recommencer jusqu'à ce que cette théorie soit satisfaisante. C'est Pascal avec son baromètre en haut du Puy-de-Dôme. C'est ce genre, en fait, de méthode qui consiste simplement à avoir une démarche scientifique. Donc on voit qu'il y a une très grande analogie, similitude entre ces deux méthodes. Alors, on le voit en regardant les écrits d'un certain nombre. Je cite des références qui sont, bien sûr, le catalogue de Prévert, je le fais exprès, pour montrer que, quelle que soit la discipline, quand on regarde simplement les écrits de ces gens-là, on voit que finalement, à chaque fois qu'ils décrivent la façon dont ils travaillent, ils le décrivent de la même façon. Alors, bien sûr, Aristote sur la logique, la méthode, Bacon aussi sur la logique, Boyle, Descartes, à la fois au carrefour de la science, de la physique, Pascal, Bayes, Laplace, des mathématiciens qui déjà ébauchaient les probabilités. Malinowski, qui a beaucoup travaillé, qui est un ethnologue dont on aurait pu parler hier, mais qui a une caractéristique essentielle, c'est qu'il a énormément travaillé sur l'échange économique dans certaines populations, donc avec cet avantage, et qui a bien aussi noté cette réciprocité de l'échange. Alors, Gödel, qui est sans doute une des 10 plus grandes découvertes du XXe siècle, avec son théorème de l'incomplétude. Student, Fischer, Ishikawa, Darmois, Vigier, qui sont tous les grands statisticiens dont les travaux ont été largement inspirés au départ par la Première Guerre mondiale, par le fait que les campagnes françaises ou irlandaises ou anglaises soient décimées par la guerre
et parce qu'il fallait améliorer le rendement des exploitations agricoles. Ne l'oublions pas, le fameux T de Student, le coefficient de Fisher, etc., viennent de ces travaux-là. Et au départ, c'était sur la semence de pommes de terre, il ne faut pas l'oublier, parce que c'était vital à l'époque. Et puis aussi la fameuse fenêtre de Johari, hein, c'est cet échange aussi réciproque qui est connu. Et puis enfin les travaux sur l'organisation apprenante, qui sont aussi cette roue qui s'adapte au terrain. Donc vous voyez que toutes ces disciplines qui sont pourtant très variées, très hétéroclites, décrivent bien la même méthode quand on les regarde. Alors, si on veut résumer ce site scientifique, on peut le résumer sous forme de diagramme aussi. C'est regarder, compter, observer. Alors, plus simplement, écrire ce qu'on va faire ce qu'on a écrit, écrire ce qu'on a fait. Ça, c'est important, parce que ça, on l'oublie souvent. Observer, déduire, compléter, parce que comme on a la trace, on peut bien l'analyser sereinement. Intégrer les échecs, les différences, les changements, faire une analyse différentielle et recommencer. Donc voilà tout simplement la description d'un cycle scientifique banal. Alors, en quoi maintenant cette révolution de l'efficience nous interpelle dans notre travail de tous les jours? Alors, d'abord, il n'y a pas d'efficience sans finalité, sinon c'est la machine infernale, c'est Kafka, c'est un travail vide de sens. On peut travailler beaucoup pour arriver à rien. Et dans ce cas-là, on est fait néant. Et là encore, peut-être une utilisation vulgaire, un peu peut-être galvaudée. Le fainéant, on peut travailler beaucoup en étant fainéant. Hein, le roi fainéant, c'est celui qui n'arrivait pas à imposer son autorité. Hein, et c'est encore plus déprimant d'ailleurs. On a beaucoup travaillé pour rien. Bon, alors on est fainéant. Et puis par contre, on peut être paresseux. Ben alors paresseux, on ne travaille pas. Par contre, on peut très bien être paresseux et obtenir des résultats. On peut très bien obtenir quelque chose sans rien faire. Alors on peut jouer au loto, mais on peut aussi bluffer, on peut aussi avoir de la chance, tout simplement. Et donc dans ce cas-là, il y a une notion aussi de fiabilité, probabilité, d'intelligence aussi. On dit souvent que l'intelligence rend paresseux. Donc on peut essayer de minimiser les moyens. Je crois que sous cette expression populaire, on veut simplement dire aussi qu'on veut y aller par l'efficience, c'est-à-dire optimiser les moyens. Donc dans ce cas-là, la paresse est pratiquement en fait synonyme d'efficience, c'est-à-dire qu'on veut minimiser les moyens mis en jeu pour arriver à l'efficacité. Donc le résultat, c'est la multiplication de l'efficience par l'efficacité. Ce qui veut dire que si on travaille beaucoup pour une efficacité médiocre, eh bien même si on travaille beaucoup, vous voyez que multiplier un grand nombre par un petit nombre, ça donnera quand même un petit nombre. Donc voilà le couple efficience-efficacité, donc résumé dans finalement une mini-équation qu'il est assez simple de comprendre. Alors on peut le résumer aussi sous forme de 4 verbes, parce que les anciens le faisaient, mais bon, c'est tout simplement apprendre, connaître, agir et aimer. Mais ceux d'entre vous qui sont allés en Chine savent que le cycle scientifique est beaucoup décrit sous cette forme. Donc voilà quelques formes différentes pour vous expliquer finalement le même concept. Alors on peut le résumer aussi sous forme de diagramme dynamique, parce que la révolution plus l'efficience, ça donne ces 4 concepts: prévoir, faire, vérifier et réagir. Alors, ce qu'on a décrit souvent aussi pour les spécialistes sous la route de Ming, etc., les cercles de progrès et tout, je n'irai pas sur ce terrain-là parce que ce serait déjà aller sur un terrain trop technique qui ne traite pas du sujet que nous traitons aujourd'hui. Nous traitons de la révolution dans l'efficience, c'est-à-dire quand même en quoi une entreprise est concernée par l'efficience. Donc, on voit aussi que ça permet de s'adapter au terrain. On peut agir sur un terrain mouvant et à chaque fois, on va se recaler sur un terrain qui est fait de difficultés, de faits, de péripéties. Et puis par contre, c'est cette révolte quotidienne qui va nous entraîner dans une certaine dynamique. Et donc, du coup, tout ce système va avancer, parce qu'à chaque fois, bien sûr, il ne sera jamais dans la même réalité, puisque la réalité change dans un espace-temps. Alors, on peut le reprendre avec maintenant nos 4 concepts décrits au début de l'exposé, c'est révolte, révolution, efficience et efficacité, et on voit que ça marche de la même façon, avec le faire de l'efficience qui est ici, dans ce cas-là, pour bien imaginer la correspondance des 2 termes. Alors, voilà un schéma qui, maintenant,
montre comment se passe l'efficience dans l'entreprise. Alors là, il est un peu compliqué, mais on va le rendre très simple. On va le rendre très simple en allant simplement acheter une baguette chez le boulanger, par exemple. Donc au départ, je suis client, et donc je vais simplement avoir faim ou envie d'acheter une baguette ou autre, et donc je vais me placer ici. Une fois que je vais me placer ici, je vais simplement réaliser un contrat avec mon boulanger, qui est mon prestataire fournisseur. Donc je vais établir un contrat entre deux parties, et je vais simplement rentrer dans une boutique et je vais commander une baguette à un fournisseur qui va être ici. Et une fois que cette baguette sera commandée, mon contrat sera passé, ma commande sera passée, donc ce sera à mon prestataire fournisseur de faire en sorte de mettre en place un process pour fabriquer la baguette et me la livrer. Alors, on voit déjà le paradoxe que ça peut supporter si on dit, par exemple, mais bien entendu, monsieur, pas de problème, demain matin, votre baguette sera prête à 8h15. Alors nous ne sommes pas habitués, dans notre comportement culturel, à ce qu'on nous dise ça. On s'attend à ce qu'on nous vende une baguette tout de suite. Mais là, déjà aussi, c'est une illustration de la puissance de ce raisonnement, parce que ça n'est pas vrai dans tous les pays. Si vous allez dans certains pays, vous commandez votre pain pour le lendemain, parce qu'on apprécie de commander un certain type de pain et l'avoir le lendemain à une heure donnée. Donc déjà, ça permet de remettre en cause un certain nombre d'actes qui, pour nous, sont naturels, mais ne sont pas naturels partout, et de poser des questions systématiques dans le cadre d'un doute scientifique. Le boulanger met en œuvre son process. S'il met en œuvre son process, là aussi, il y a une question d'efficience. Et c'est là qu'elle se passe, l'efficience. Parce qu'il peut mal cuire son pain, mal préparer sa pâte, avoir un problème de vente, avoir un manque de monnaie. Tout ce qui peut se passer dans l'élaboration de son processus. Et s'il y arrive, et s'il a un stock de baguettes correctes et autres, à ce moment-là, il va la délivrer. Et le résultat de son travail sera finalement la seule chose que le client attende, c'est-à-dire tout simplement prendre possession de l'objet qu'il a commandé ici. Pour autant, le cycle ne s'arrête pas, puisqu'une fois qu'il en a pris possession, il faut qu'il apprécie s'il est conforme à sa commande. Et il a besoin à son tour de se faire un jugement, de se dire, mais cet objet que j'ai commandé, est-ce qu'il correspond bien? Est-ce que c'est la bonne qualité? Est-ce que c'est le prix que j'ai demandé, etc. Et il va donc en tirer un degré de satisfaction. C'est pas donné le pain, etc. Aujourd'hui, c'est trop cuit. Toutes sortes de jugements qui sont de son gré. Et il en déduira s'il retourne dans cette boulangerie ou pas, s'il change de produit, et ce cycle se déroulera. Bien sûr, on le prend sur un acte simple, mais on peut le relire aussi avec différents paramètres. Si on le relie, par exemple, sous l'aspect réglementaire, au moment de la commande, on va faire la même lecture et on va ajouter autant de millefeuilles qu'il faudra ajouter de dimensions à ce schéma. Donc, par exemple, on va le recommencer sous l'aspect réglementaire. Est-ce que cette boutique est bien gérée conformément à la réglementation? Est-ce que le boulanger paye bien ses impôts? Est-ce que la vente est autorisée de telle heure à telle heure? Est-ce que la farine qui est utilisée pour la fabrication du pain est bien conforme à la réglementation? Est-ce que l'ouvrier travaille au noir ou pas, etc. Et ensuite, est-ce que la TVA a bien été facturée s'il y a lieu, par exemple, ici? Et est-ce que le client, finalement, a lui-même pu en tirer un degré de satisfaction qui soit légitime? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de frelaté dont il s'est rendu compte par la suite? Donc, si on le regarde au niveau de la réglementation, on va pouvoir le lire de cette façon-là. Et puis, on va pouvoir peut-être le lire encore sous la technologie. J'aimerais bien qu'il change sa farine, etc. Et on va recommencer autant de fois le cycle. Donc, ce graphique, il est essentiel pour comprendre simplement comment ça se passe dans l'entreprise, mais comment ça se passe aussi dans le service public. Parce que dans le service public, c'est exactement pareil. Le contrat passé entre la collectivité et le citoyen, il arrive d'un moment où le citoyen, il est aussi considéré comme un client. Alors, tout à l'heure, c'est une affaire de famille, puisque c'est le frère de Thierry Zilberbert qui faisait partie de mon groupe sur les services publics, fait à la demande de la délégation à la réforme de l'État. Mais nous avions beaucoup travaillé sur les services au public, puisqu'il y a aussi une définition qu'il faut que vous connaissiez et qui rentre tout à fait dans ce cadre. C'est la définition, selon la directive de Bruxelles, de service d'intérêt général.
Effectivement, là où nous sommes d'accord, c'est qu'un service public n'est pas nécessairement assuré par un acteur public, mais un service privé peut être aussi par un acteur public, et on peut décliner à notre tour toute cette matrice. Alors, on parle aussi de qualité, parfois. Alors là, on va détruire tout de suite un mythe, parce que qualité, c'est souvent signe de cauchemar, de manuel ISO, etc. Alors, on peut peut-être se défouler tout de suite en disant, comme les Chinois, que plus haut est le verbe et moins fort est le discours. Donc, en fait, plus finalement un manuel qualité est épais, moins il est efficace. C'est pareil, c'est le terme d'efficience et d'efficacité. Alors, je vous citerai en exemple quand même un des meilleurs que je connaisse et qui concerne une firme d'explosifs. Je crois que c'est intéressant, où la sécurité est primordiale. Il fait 4 pages. Il fait 4 pages et il est certifié. Donc, vous voyez à quel point, justement parce qu'ils ont besoin d'être extrêmement professionnels, et quand il y a un problème d'explosif, il vaut mieux être très rapide. Eh bien, voilà, ça fait 4 pages. Bon, donc la qualité, c'est tout simplement la conformité, c'est le train qui arrive à l'heure. Par contre, un train qui doit arriver à 7h11, il ne faut pas qu'il arrive à 7h10 ou 7h12, parce que s'il arrive à 7h10, c'est vraisemblable qu'il en gêne un autre, et s'il arrive à 7h12, il y aura un retard. Donc la qualité, c'est juste ce qu'il faut, mais c'est tout ce qu'il faut. Hein, donc simplement, on l'utilisera dans ce sens-là, et tous les termes justement qualitatifs ou autres dans le sens d'un jugement de valeur, hein, pour une évaluation technique, n'ont pas lieu d'être dans le cadre de cette définition de l'efficience. Alors, par contre, ce qui est appréciable, c'est le coût de la non-qualité, parce qu'on voit toujours le coût visible à travers les réclamations des clients, etc., mais il faut savoir que c'est un iceberg, et qu'en fait, tous les coûts induits par la non-qualité sont souterrains et se situent dans l'efficience. Et c'est pour ça que le concept d'efficience est intéressant, parce que là, on a une mécanique inversée. En fait, tout ce qu'on voit au niveau de l'efficacité, c'est là, puisque là, c'est constaté avec le client, c'est le visible. Mais par contre, tout ce qui est non-qualité qui pénalise l'entreprise est plutôt ici, dans l'efficience. C'est pour ça aussi qu'on montre brièvement ce graphique. J'ai promis que je tiendrai l'heure, et donc mon exposé fera strictement 30 minutes. Donc simplement, bon, il est intéressant de le mentionner à titre purement technique. Alors on peut dire aussi que ces schémas, ils se lisent aussi dans un espace-temps, et que quand on lit notre transaction chez le boulanger, bon, l'efficience et l'efficacité ne sont pas uniquement dans le présent. Ils servent aussi à faire, on vient de le voir par exemple pour la non-qualité, pour les problèmes d'action à refaire ou d'action corrective. Ils servent bien sûr à corriger le passé, et puis ils servent aussi bien sûr à être un outil préventif. Alors comment? Par notamment les outils stratégiques qui sont les indicateurs, et qui eux-mêmes permettent donc d'agir sur une certaine prévision des activités du service, de l'administration, de l'entreprise. Et là, les techniques sont les mêmes partout. Alors, pour établir des indicateurs, il vaut mieux quand même s'assurer qu'ils soient sincères et parfaits. Alors, là, je crois que vous avez fait des travaux d'ailleurs sur la transparence l'année dernière, si j'ai bien vu, je crois que c'est l'année dernière. Hein. Oui. Et nous avions fait nous-mêmes de notre côté un séminaire avec Michel-Édouard Leclerc, Francis Maire, Etcheloyen, etc. sur le parler vrai. Donc, comme de toute façon j'allais parler du parler vrai, je crois que c'est intéressant de rapprocher les deux démarches brièvement. La différence entre parler vrai et dire la vérité, il y a d'abord une différence entre parler et dire, parce que souvent on dit que c'est dire la vérité, mais dire, c'est un acte univoque. C'est-à-dire, je vous dis quelque chose, mais je n'attends pas nécessairement une réponse, je vous l'ai dit, et c'est dire la vérité. Puis il y a un deuxième facteur qui est choquant dans la démarche scientifique, c'est la vérité. Il n'y a jamais une vérité, hein, puisqu'en plus l'entreprise est changeante, le service public est changeant, l'homme est changeant. Donc dire une vérité une fois pour toutes, c'est quelque chose d'extrêmement stérile et très étroit comme démarche. C'est pour ça que le parler vrai, qui implique un échange avec la donnée et avec l'individu, avec le milieu, implique à ce moment-là que nous ayons un dialogue d'une grande intensité, mais que nous acceptions aussi de nous faire interpeller par ce dialogue. D'où aussi la notion d'autorité. Alors pourquoi l'autorité? Parce que l'autorité, puisqu'on s'est déjà un peu étonné avec l'efficience, avec la révolution, peut-être on peut aussi s'étonner un peu avec l'utilisation de l'autorité. Parce que
on en définit peut-être un concept un peu faible par rapport à ce qu'elle doit être réellement. Alors, il y a un auteur qui a fait un gros travail sur l'autorité, qui est Alexandre Kojève, et qui a la particularité d'avoir été d'abord philosophe et ensuite haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances, c'est assez rare. Et il a beaucoup travaillé sur l'autorité. Alors, il a proposé des définitions qui sont intéressantes parce que c'est l'autorité vue aussi au niveau de la cohésion, finalement, de la cohérence même plutôt, pardon, entre efficacité et efficience. L'autorité, d'abord, n'est possible qu'en cas de mouvement ou de changement d'action. Alors, pourquoi? Parce que, bah oui, sinon, il n'y a pas besoin d'avoir d'autorité, puisque ce sont deux objets qui ne bougent pas entre eux. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de dynamique. Donc, comme il y a une dynamique, ça suppose ce concept. Et donc, finalement, sa définition, que je cite telle quelle, parce qu'il vaut mieux citer le travail de quelqu'un qui l'a bien fait, c'est la capacité d'agir sans que les autres réagissent alors qu'ils peuvent le faire. Donc, plus vous avez d'autorité, moins votre manifestation est forte. Donc, l'autorité maximale, c'est de ne quasiment pas bouger et d'avoir une efficacité totale. Donc, plus on utilise la force et moins on a d'autorité. Alors, pourquoi aborder ce concept d'autorité? Parce que c'est là où l'indicateur basé sur des données objectives est très intéressant, parce qu'il parle tout seul. Et dans ce cas-là, le manager d'entreprise n'a qu'à simplement insister sur l'intérêt réciproque à adopter ce ou ces indicateurs comme indicateurs de performance pour obtenir l'adhésion du client, de la tutelle, de toutes les parties prenantes, de la gestion, et désigner à ce moment-là un objectif commun en parlant vrai, ce qui permet à ce moment-là un grand confort parce que ça évite le gaspillage de beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'entre nous, en tant que chefs d'entreprise, nous n'arrêtons pas maintenant de louer l'arrivée, et c'est en ce sens où il y a une ébauche de révolution dans l'utilisation de ce système efficience-efficacité, c'est que c'est quand même d'un plus grand confort qu'auparavant, où il fallait déployer une énergie tous azimuts, avec souvent un transactionnel en matière de ressources humaines qui était assez épuisant. Je ne dis pas que ce transactionnel disparaisse, loin de là, on le pratique tous les jours, mais disons qu'il est un peu soulagé et surtout beaucoup plus légitime, parce qu'on a une autorité qui est assise sur des données objectives que nous pouvons désigner comme tierce partie. Alors, les indicateurs de mesure, par contre, il ne faut pas se tromper, quoi. Un indicateur, il doit être neutre objectif, donc l'efficience appelle des indicateurs d'efficience et l'efficacité appelle des indicateurs d'efficacité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, par contre, on confond les deux et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, très souvent, on utilise des indicateurs disponibles et comme très souvent le contrôle de gestion a des indicateurs en pléthore, on dit qu'est-ce que tu as comme indicateur? Ah ben tiens, passe-moi celui-là, il me va bien. Et puis c'est là où on commet souvent l'erreur, parce qu'après on s'en mord les doigts, parce que c'est pas celui, quand on regarde notre petit graphique de tout à l'heure, c'est pas celui qui compte les points clés. Et si l'indicateur ne correspond pas aux points clés, il n'est pas légitime et donc on n'a pas d'autorité. Donc ce choix est très important. Alors je dis bien que ça n'est pas du tout la position d'un quelconque gourou énonçant une dernière théorie du management ou quoi que ce soit, c'est le résultat de constatations sur plein d'années, de plein de groupes de travail, sur le management, sur les pratiques d'audit en entreprise, aussi bien dans les pays d'Europe centrale qu'en France qu'aux États-Unis. Il y a une constante et cette constante est reprise dans tous les consensus qu'on puisse lire sur la pratique du management en entreprise. Alors, sinon, on a une notion que j'ai rappelée, qui est la notion du ridicule de Pascal. Oui, j'aime bien Pascal. Le ridicule, c'est mélanger deux ordres. Je vous demande de bien travailler parce que vous m'aimez bien. Bon, ça marche un temps, mais il y aurait un moment où ça ne marche plus. Alors, voici des exemples vécus d'indicateurs. Il y a un ouvrage célèbre en anglais qui dit comment mentir avec les statistiques. Alors, c'est intéressant, par exemple. Alors, celle-là, je l'ai connue personnellement. Donc, dans un schéma de transport régional, seuls 7% des plages horaires sont concernés par 80% des retards. Très bien. Mais alors ça, c'est un indicateur d'efficience pour un indicateur d'efficacité. Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, dans votre indicateur, qu'est-ce qui compte? Les passagers. Donc là, les trains, bon, etc. Alors, 7%, ça fait 1h45, etc. Mais si 7h45, elle se déroule entre 7h15 et 9h, ce qui était le cas,
vous avez en fait 80% des passagers qui sont concernés par ces problèmes de retard dans cette plage horaire. Et comme c'est 80%, en fait, ces 7% désignent 65% des passagers qui sont concernés par des retards. Vous voyez ce que peut être l'autorité d'un indicateur. Bon, j'en cite plein, je peux en citer plein d'autres, hein, mais je vais passer vite parce que je vais respecter l'horaire. Mais bon, on peut aussi parler par contre de problèmes vécus alors dans le service public. On peut parler par exemple, quand vous regardez les logements sociaux qui sont financés sur 30 ans, un des problèmes principaux, on fait un appel moins 10 ans, donc on va gagner 3 francs 6 sous sur le chauffage. Le chauffage va être de moins bonne qualité. En plus, il faut savoir par exemple les charges des logements sociaux sont supportées par les gens eux-mêmes et pas par l'APL. Et que donc on va les pénaliser directement par un budget qui va être beaucoup plus fort et qui va engendrer une vétusté beaucoup plus rapide des installations qui de toute façon ne feront pas 30 ans. Donc pour gagner 3 francs 6 sous au moment de l'appel d'offres, on va en fait pénaliser la population, le service public, la rentabilité des immeubles et pour un gain dont en fait le retour sur investissement va être négatif. Tout ça parce que la lecture au départ n'aura pas été faite. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai pris au hasard, je pourrais vous le détailler, mais voilà un simple exemple de manque d'indicateurs. Il y a aussi le problème de l'efficience égoïste. Alors, par discipline, alors s'il faut se défouler, on peut prendre l'informatique par exemple, où il est notoire que la prise en compte de l'utilisateur est très faible dans l'informatique, parce que c'est une discipline qui est née en période d'euphorie, qu'elle a acquis une culture d'entreprise qui est telle qu'elle. Et parce que de nature, l'informaticien est tenté de choisir son propre système, ses propres critères d'organisation. Alors, par analogie, si vous décidez de faire construire une maison et que vous disiez à un maçon, moi j'aurais bien vu quand même du bois sur la façade, et que votre maçon ne voit pas, non, moi je fais du béton, c'est mieux quand même le béton, vous savez, c'est bien. Et un peu de bois, non, croyez-moi, pas, non, le bois, etc. Pas un petit peu, non. Par contre, je vous préviens, je mettrai une bétonnière en inox parce que c'est mieux l'inox, le béton n'attache pas, etc. Et puis votre chambre, je l'ai mise derrière la cuisine là-bas parce que c'est plus facile pour couler le béton. Voilà à peu près la démarche finalement qu'on a de la part d'un informaticien, si je raisonnais par analogie, pour la construction d'une maison. Donc en fait, l'informaticien se traite comme son propre client. Il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de respect en fait du cahier des charges. Et donc finalement, le résultat pénalise qui ? Pénalise tout le monde de la même façon qu'on le décrivait tout à l'heure, parce que c'est le client final, le service public, qui est pénalisé par un manque d'analyse au niveau de l'efficacité. Et même cette efficience sera plus forte. J'ai vécu l'exemple des centres d'appel. C'est certain qu'après, plus on multiplie les centres d'appel, plus on multiplie la complexité, et plus on pénalise le fonctionnement du centre d'appel. C'est clair aussi. Il y a toujours un problème de taille optimale. Alors, on ne parle pas aussi de l'efficience des ressources. Alors, c'est toujours un peu honteux, etc. D'abord, il y a des distinctions entre jargon public-privé. On voit qu'on confond souvent budget, finance, économie, investissement, équipement, fonctionnement, maintenance, usager, client, assujetti. Je pense qu'il y a tout un travail de clarification à faire là-dedans parce que, notamment dans les nuances investissement, fonctionnement, c'est pas clair du tout. Et notamment par rapport à la maintenance. Et je pense que là, on pénalise grandement le service public. Il y a un travail important. Je pense que la comptabilité publique s'y met actuellement, mais je crois qu'elle a du boulot. Bon, donc mais ces clarifications vont devenir indispensables parce que ça entraîne un manque de performance. Je passe là-dessus très rapidement parce que j'en ai parlé, c'est pas la peine d'y revenir. Il y a par contre le préjugé public-privé. On a parlé tout à l'heure, on a dit la rentabilité, c'est un peu honteux d'en parler. Moi, je ne suis pas du tout honteux de parler de rentabilité. J'estime qu'elle est strictement nécessaire. Non seulement j'estime qu'elle est nécessaire, mais qu'il y a une échelle. Alors effectivement, quand on exerce les fonctions régaliennes de l'État, bon, on peut parler, par exemple, notre collègue de la Défense parlait du lac qu'il avait dû sauver à proximité quand il était en fonction dans le coin. C'est vrai que là, on ne se pose pas la question de la rentabilité, mais on découvre après tout qu'elle était très grande parce que sinon 3 villages auraient disparu. Donc voilà un bon exemple de rentabilité de l'action publique, mais ça peut être une fonction de maintien de l'ordre, une catastrophe, la tempête ou autre. Bon, on ne se pose pas la question, on y va. On ne se pose pas la question de rentabilité. On découvre quand même que c'est toujours rentable après. Hein. La rentabilité, c'est la préoccupation du retour sur investissement quantifiable.
Mais après, il y a l'échelon au-dessus, il y a la profitabilité. C'est la rentabilité et l'amélioration continue. L'amélioration continue qui permet de faire évoluer l'équipement avec la vie, du contexte, de l'usager, etc. Et il y a aussi la lucrativité, c'est la profitabilité qu'on vient de voir, plus une marge d'autofinancement. On peut très bien en faire une recette. Et ça existe aussi. Alors, puisqu'on parlait des grandes concessions de l'eau, etc., il y a quand même, là on peut le tailler en pièces aussi. Je crois que cette publicité, elle est très intéressante, parce que voilà une collectivité qui se soucie de vendre son service comme on vend un produit. Elle est extrêmement révélatrice. Avec Claude Grenoble, vous êtes ici, donc un des prix les plus bas de France. Et la collectivité, elle est très heureuse de le dire. Et c'est une recette, c'est une vente à l'usager. C'est pas un impôt, c'est pas un budget, c'est la vente d'une prestation. Et la collectivité est très heureuse de le dire. Et ça se passe en 2007. Vous n'allez pas loin d'ici, vous avez la régie de Sallanches. La régie de Sallanches, elle distribue. Alors c'est vrai que ça fait partie des concurrents de Thierry Zilberbert, mais en même temps toute concurrence est saine et émulante. Moi, après tout, en entreprise, j'ai toujours eu des concurrents. Je m'en suis plutôt bien porté parce que ça oblige à réagir. Moi, je crains pas la concurrence, hein, ça m'a jamais dérangé. Et donc, la régie de Sallanches, elle vend toutes ses prestations et elle veille surtout à ce qu'elles soient rentables et du coup le plus bas possible. Et même elle revend des prestations informatiques à d'autres communes, parce qu'elle a un équipement informatique qu'elle peut rentabiliser. Elle revend ses prestations informatiques à une douzaine de communes dans la France entière. Donc c'est aussi intéressant. Elle fait aussi de l'éclairage public. Bon, il y a à peu près 600 organismes qui se soucient aussi d'avoir des recettes, parce que les habitants se disent on a fait des efforts, il n'y a aucune raison que notre collectivité n'en bénéficie pas. On parle souvent de dépenses, on ne parle pas assez de recettes dans la collectivité. Il y a des hôpitaux aussi qui ont des recettes connexes, et ils n'ont pas à en rougir parce que ça soulage leur budget. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas optimiser aussi cette partie des recettes. Alors, brièvement, parce que peut-être on parle de révolution et d'efficience. Alors, un petit jeu de mots, on ne décide pas d'être révolutionnaire par l'efficience, et puis on peut être efficient par la révolution. Alors, 2 exemples pour se dérider un peu, on va aller vite, mais alors, pourquoi je vous montre celui-là? D'abord, il peut choquer, je vous préviens tout de suite, il pourra choquer, mais après tout, ces publicités ont été sur tous les murs de Paris pendant 3 semaines, donc je ne vois pas pourquoi je ne les montrerai pas. Mais c'est surtout sur la stratégie où vous verrez pourquoi on peut parler d'efficience, d'efficacité, de révolution. Alors, une des principales compagnies anglo-américaines qui s'appelle Prudential, qui est une très grosse compagnie d'assurance, hein, qui pouvait à l'époque se comparer à AXA, avait décidé de lancer en France, il y a 5 ou 6 ans, une banque par Internet qui s'appelait Egg. Donc, très, très, très puissante compagnie, une des plus grosses agences françaises de publicité et un produit très innovant qui, en plus, avait déjà fait ses preuves puisque Egg était numéro 1 de sa spécialité en Grande-Bretagne en tant que nouvelle banque par Internet, avec 800 000 clients, donc très belle réussite. Et tout naturellement, Prudential Egg s'est dit, on va dupliquer sur la France. Et on va conquérir le marché français par Internet. Et on va provoquer un peu les Français avec notre humour britannique. Donc, la campagne a été un peu provocante et l'agence a dit, mais nous, on est efficace. Alors là, il n'y a pas efficience, il n'y a rien, etc. Nous, on est efficace. On a décidé qu'on serait efficace et on va provoquer. Voilà. Alors, ça a donné ces publicités-là. Qui sont du meilleur goût. Donc le chien est le meilleur ami de l'homme. Vous regardez le canapé, vous comprenez pourquoi. Alors, rendez-vous compte que là, on veut choquer le client, mais on le choque bien, parce que déjà, c'est souvent des clients qui sont dans des banques à la caisse d'épargne ou autre. Alors déjà, il faut aller sur Internet, il faut quitter sa banque, et en plus, on dit qu'on donne de l'argent quand vous en déposez. Donc ça, on provoque de tous les côtés. Alors, il y avait celle-là qui était pas mal non plus. Voilà. Alors, ça a été sur... voilà. Donc, pour ceux qui sont au fond, les blacks ont un grand sexe. Hein. Voilà. Alors, donc en fait, elle a été sur tous les murs de Paris. Il y en a quelques-uns qui... Alors, voilà quelques publicités. Alors, pour choquer, ça, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont ri, mais il y a quand même 35% des gens qui ont été choqués. Il faut le dire aussi, à tel point qu'il y a eu des protestations. Pardon, il y a eu des protestations en fait au CSA qui a interrompu la campagne. Alors par contre, alors nous on rit, mais ce qu'il faut savoir,
je veux pas non plus rire avec mauvais esprit aux dépens de cette aventure, parce que finalement, ça a coûté 300 emplois secs, 300 licenciements. La provision pour perte passée par Prudential a été de 250 millions d'euros. Et cette opération a complètement avorté. La campagne de publicité, rien que la seule campagne de publicité, avait été budgétée 31 millions d'euros sur 150 journaux avec plus de 1600 spots TV et cinéma. Donc pour vous donner une idée de l'énorme rouleau compresseur que ça pouvait supposer. Et donc cet exemple pour vous montrer qu'on ne décide pas d'être efficient et d'être efficace, il y a un minimum de démarche scientifique et d'humilité. Et je le cite au nom de l'entreprise, mais bon, en même temps ça nous permet de nous dérider un peu. Un deuxième exemple à l'inverse, où on peut venir à l'efficacité par la révolution, Kalachnikov. Alors Kalachnikov, c'est intéressant parce que c'est exactement l'inverse. Kalachnikov est un des 10 noms les plus connus au monde par le passé de l'arme, par tous les théâtres d'opération qui ont été connus. On parlait du militaire ce matin, Kalachnikov, mais il n'y a pas que les militaires. Tout le monde sait ce que c'est qu'une Kalachnikov. Hein, bon. Donc, et finalement, à un moment donné, il y a eu la conscience que ce nom était tellement connu qu'il devenait une marque. Et des gens se sont dit, mais on va développer la marque. Et donc, cette marque est maintenant développée d'une façon extrêmement agressive. Et alors là, on a exactement la démarche inverse. On connaît le résultat et on remonte avec la plus grande efficience possible pour savoir comment on peut décliner le meilleur profit possible avec l'exploitation de cette marque. Alors, ça donne des résultats surprenants. C'est-à-dire que maintenant, vous avez donc la police philippine qui va s'équiper en Kalachnikov, par exemple. Ça, c'est un article qui date de fin 2008. Vous avez des couteaux suisses et allemands qui maintenant portent le nom de Kalachnikov sous une licence. Vous avez maintenant une très belle montre de marque suisse qui s'appelle Kalachnikov, hein, tout simplement. Et alors, la dernière qui est assez intéressante, parce qu'on voit qu'ils sont quand même très efficaces, c'est l'attaque de ça, c'est le plan, alors là je l'ai sorti la semaine dernière, c'est le plan stratégique d'attaque des États-Unis pour 2009, c'est tout récent. Ah oui, d'une part, c'est une société qui est en bonne santé puisqu'elle est régulièrement recapitalisée, qu'elle a donc toute la confiance de ses actionnaires. Et là, ils vont attaquer la vodka sur les États-Unis. Et alors, en plus, ils vont l'attaquer d'une façon extrêmement pragmatique avec tous les possesseurs d'armes. Puis, et ils disent c'est rêvé, parce que là, il y a de quoi faire. Il y a quasiment 900 millions d'armes qui sont enregistrées aux États-Unis. Donc, on va se contenter de démarcher 12 millions et demi de clients dans un premier temps. Voilà. Et donc, voilà la stratégie de Kalachnikov, qui est extrêmement offensive, extrêmement pragmatique. Alors, eux, c'est l'inverse. Ils connaissent le résultat, ils essaient de le remonter avec le maximum d'efficience. J'ai pensé que ces deux exemples étaient intéressants parce qu'ils démontrent une réciproque et ils démontrent ce qu'on peut faire avec une analyse un peu empirique, finalement, à partir d'un simple constat. Alors, on peut démontrer aussi l'efficience maximum, mais qui, à mon avis, sera éphémère. C'est par exemple le dernier VTT qui a été vendu par Decathlon, dont les pièces proviennent de 30 pays différents. Sur un simple VTT, vous avez 30 provenances de pièces. Alors ça, c'est un modèle d'efficience, parce que arriver à avoir un prix défiant toute concurrence avec des pièces en provenance de 30 pays, c'est quand même un modèle d'efficience. Sur le modèle d'efficacité à long terme, je serai plus réservé en fonction de ce qu'on peut connaître sur la mondialisation aujourd'hui. Donc c'est un coup one shot, mais il faut quand même le mentionner parce que c'est anecdotique et ça prouve quand même que si on veut, on peut, quoi aussi. Hein. Donc la simple réserve qu'on puisse faire, c'est sur la durée. Alors, si on veut aussi parler des pouvoirs publics, il y a souvent un grand défaut qu'on puisse citer sur les problèmes des pouvoirs publics quand ils annoncent des campagnes d'investissement, c'est de confondre les indicateurs d'efficience et d'efficacité. Alors là, je ne voudrais pas du tout être discourtois avec Thierry Zilberberg, mais il n'est pas en fait concerné puisqu'il s'agit de l'engagement du gouvernement à fournir l'aide à la couverture des mobiles sur les communes défavorisées. Alors, ce qu'on constate simplement, c'est qu'à chaque fois, le gouvernement a annoncé des enveloppes, il a annoncé des millions d'euros, mais il n'a pas annoncé un délai et la couverture des communes. Et on constate que ce délai dérape sans arrêt. J'ai mentionné les principales étapes de 2002 en 2003. En 2003, une tranche partielle. Puis cette tranche partielle se transforme en 2006.
Puis finalement, de 2006, on constate en fait que les tranches ont dérapé sur 2008, et maintenant on en vient à des accords partiels qui vont être décalés sur 2010-2011. Et à chaque fois, on annonce comme unité de mesure des millions d'euros, mais ces millions d'euros ne sont pas une garantie de résultat. Ce que les gens attendent, c'est nombre de communes desservies et un délai. On voit encore le problème du décalage de l'indicateur par rapport au résultat, et donc un manque d'autorité de l'indicateur simplement. Tout ça parce qu'on ne respecte pas ce cycle expérimental. Alors, je vous ai mis brièvement la définition de la Direction générale de la comptabilité publique, simplement pour vous montrer qu'elle est conforme à ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, sans plus. Donc je vous la montre, elle est à disposition de tout le monde sur le site. Hein. Mais vous voyez que maintenant, cette action est tout à fait entérinée, donc il n'y a pas d'état d'âme à définir efficience, efficacité, quelque chose de tout à fait banal, normal, usuel dans l'utilisation des concepts contemporains. Alors, la DGCP elle-même souligne d'ailleurs tout l'intérêt de cette méthode pour détecter des faiblesses, avoir un management participatif. Je ne voudrais pas déborder sur mon temps de parole, mais bon, de la part d'un organisme un peu austère comme eux, je pense que c'est intéressant de le noter. Alors, il y a aussi le court terme, le long terme. On peut voir aussi dans les politiques de rationalisation, dans l'efficience des services publics, défaut qu'on rencontre souvent en France par rapport à d'autres pays, par rapport à la directive service de Bruxelles, c'est le manque de transversalité dans la répartition des services publics. Pourquoi un agent de la Poste ne ferait pas un service complémentaire pour un autre service de l'État parce que chaque service a de la place que pour un demi-emploi, et que si on n'a qu'un demi-emploi, on va fermer le service local. Donc on n'est pas encore assez capable de mutualiser des fonctions sur un seul emploi en France. Donc ça, c'est un gros problème qu'on peut avoir aujourd'hui, qui rentabiliserait le service public, mutualisation des fonctions. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important à mentionner aussi. Je passe brièvement là-dessus. Alors, je termine sur les exemples de territoires d'efficience. Je rappellerai quand même pourquoi les préfectures avaient été fondées. Parce que ça, c'était, à l'époque, il y avait une cohérence. C'est que la préfecture était simplement délimitée par la distance de tout point d'un département à son chef-lieu qui devait être parcouru en une journée de cheval au maximum. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, bien sûr. Donc, en fait, ce critère, maintenant, bon, quel est le critère avec Internet? Quel est le critère d'organisation du préfecture? On rejoint le débat qui a été abordé avec la commission Balladur hier. Mais on voit bien que là, il n'y a pas nécessairement un chaînage entre l'indicateur d'efficience et l'indicateur d'efficacité. Bon, je rappellerai aussi que la terminologie Paris-Province, qui est utilisée souvent à Paris, une province, c'est quand même une région asservie à l'Empire. Donc, elle est un peu raide quand même. Hein, donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi réviser dans sa définition. Et dans la loi d'orientation 2000, on voit que la définition des pays devait former des projets de territoire dans le cadre du développement régional, chaque terme étant entériné par un échelon différent. Le développement régional, c'est la terminologie utilisée par Bruxelles. Donc on voit aussi tout le travail qu'il nous reste à faire sur le maniement de termes standardisés pour savoir de quoi nous parlons, parce que ces concepts sont encore souvent un peu flous, d'où le travail qui est fait sans doute actuellement sur cette question. Donc, quelques exemples que je voulais vous citer là-dessus. L'INSEE, actuellement, nous rappelle aussi que dans tous les critères que nous faisons sur l'analyse de bassins, d'emploi, d'activités de services publics, il faut distinguer la concentration statistique et la concentration spatiale. Donc là, je pense que c'est intéressant à mentionner aujourd'hui. Ça revient aussi à ce qui a été... Je n'y reviens pas parce que ça a déjà été dit sur notamment la superposition des indicateurs. Parfois, on a un indicateur qui ne veut pas dire grand-chose, un autre qui ne veut pas dire grand-chose non plus. Mais par contre, si on superpose les deux, il commence à vouloir dire quelque chose. Donc un exemple ici où on voit par exemple la place de la France dans les communes, où on voit bien que la France actuellement est l'une des seules à ne pas avoir diminué sensiblement son nombre de communes dans tout le contexte européen. Alors le fait de produire, ça c'est un tableau qui a été cité dans le tableau Balladur, et là on peut saluer l'objectivité de ce tableau parce qu'on a tous les chiffres et on peut immédiatement avoir une échelle de comparaison. Donc là on a une autorité d'indicateur.
voici le tableau des compétences qui est cité aussi dans le rapport Balladur. On peut comparer instantanément les chevauchements de compétences. Et là aussi, voilà un indicateur tout à fait objectif. Alors, on a aussi un bilan de l'expérience belge, par exemple. Les communes ont été concentrées en Belgique d'une façon drastique, de 2359 à 596 il y a 20 ans. Et il y a du pour, il y a du contre. Je le rapprochais simplement des opérations de fusion-acquisition en matière d'entreprise. Il faut quand même savoir que 75% des opérations de fusion-acquisition dans les entreprises ne marchent pas. Donc ça, il faut le savoir. C'est comme si on greffait un malade et qu'une fois qu'on l'ait greffé, on se préoccupe de son groupe tissulaire. Donc ça, évidemment, c'est un peu gênant. Voilà. Donc c'est ça une fusion-acquisition. Bon, pour l'image médicale convient très bien là. C'est pas la peine d'en chercher une autre. Alors attention aux schémas généraux centralisés, etc. Ça, j'y passe. Simplement, quelques indicateurs issus de l'OCDE pour montrer aussi que des fois l'analyse est intéressante. Vous voyez ici, par exemple, la France n'a pas du tout une même typologie que certains autres pays dans la répartition de sa population et surtout dans la densité de population par région. Vous voyez que nous sommes un des champions du monde de la disparité de répartition de la population par région. On est numéro 1. Donc évidemment, dans ce cas-là, quand on nous parle du modèle d'un autre pays, c'est très difficile de le calquer parce qu'on n'a pas la même répartition. Et ça fait partie aussi des superpositions de contraintes qu'il faut intégrer. Donc ça, ce sont des statistiques de l'OCDE. Donc réputé quand même relativement fiable. On peut l'avoir aussi dans cette autre typologie. Vous voyez qu'on est quand même aussi en disparité du PIB régional par habitant, on est parmi aussi les champions. Et que donc on est très très différent de l'Espagne, de la Suède, de l'Australie, du Canada, du Japon. Donc du coup on ne peut pas appliquer les mêmes critères puisqu'on n'a pas du tout la même conformation. Donc ça c'est intéressant aussi à savoir dans le cadre d'indicateurs objectifs. Alors, vous voyez que finalement, on peut résumer notre schéma en matière de services publics, en matière d'entreprise, avec 4 cases très simples. C'est que finalement, il y a un besoin, une attente, il y a un client, un citoyen qui attend un service, un prestataire qui doit le délivrer, une efficience à délivrer ce service, une efficacité tant qu'on le constate, et un degré de satisfaction, et on recommence. C'est le même schéma que tout à l'heure, mais en plus simple. Finalement, ça se résume à ça pour mesurer le service rendu. Ça ne passe pas tout à fait de la même façon parce que ce n'est pas le même ordinateur. Je dirais qu'en conclusion, simplement, puisque j'avais... Alors, je n'ai pas retrouvé l'auteur, mais j'aime bien cette formule aussi. Esquiver l'épreuve condamne au malheur ou à l'ennui. Donc, je pense que c'est intéressant de se servir de ce cycle finalement scientifique pour sans arrêt être prêt à mieux affronter l'épreuve et à s'en enrichir. Je vous remercie de votre attention.